Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous parler de projets éthiques et durables qui sont montrés, c'était un jeu de mots, dans le film documentaire Demain et qui ont déjà commencé et qui sont plus que jamais d'actualité à commencer dès aujourd'hui. Alors les projets éthiques et durables, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est d'agir dans le respect de la vie et des ressources afin que l'humanité puisse vivre le plus longtemps possible sur cette terre. Et le film Demain est sorti en 2015 et c'est un film fait par des acteurs. Il a fait pour moi 2 fois le tour du monde, c'est-à-dire qu'ils ont décidé, des acteurs, de ne pas rester les bras croisés et d'aller parcourir le monde pour voir les gens qui mettent au point en 2015, avant 2015, de 2010 à 2014 en fait, les gens qui cherchent déjà des solutions au dérèglement climatique et à la biodiversité qui diminue, qui sont les deux principaux sujets. 2015, c'est aussi l'année de la COP 21, donc on sait qu'à ce moment-là, il y avait vraiment comme un engouement populaire sur toute la surface du globe pour trouver des solutions aux défis que l'on a devant nous. Alors c'est Cyril Dion et Mélanie Laurent, 2 acteurs, qui avec leur équipe ont fait donc le tour du monde. Et je dis 2 fois le tour du monde parce qu'en fait ce film a été quand même un succès mondial. Beaucoup de gens m'en parlent et c'est plus souvent en fait des gens qui ne sont pas français. Alors moi, ce que j'aimerais bien avec cette vidéo, c'est que si vous l'avez vu, que ça vous incite à le revoir. Et si vous ne l'avez pas vu, que ça vous incite à le voir parce qu'il montre vraiment les choses telles qu'elles sont, mais vraiment sous un angle, avec des solutions, sous un angle très positif, ce qui n'est pas toujours le cas des documentaires comme ça. Alors le plan de cette vidéo aujourd'hui, je vais tout d'abord dire qui je suis. Ensuite, je prendrai 3 exemples tirés du film. L'un c'est dans l'agriculture, l'autre dans les finances et le dernier dans les énergies renouvelables. Ensuite, je parlerai un peu de mon histoire parce que c'est un peu lié à ce documentaire que j'ai vu à sa sortie un soir à Bâle. Et ensuite, je pense que je n'aurai plus le temps, je garderai ça pour une autre vidéo. Je parlerai sur la fin de la personne hypersensible qui joue un rôle crucial dans ces projets, mais qui est souvent vulnérable. Comment la rendre au meilleur de sa forme pour qu'elle puisse vraiment jouer son rôle. Alors qui suis-je? Je suis Marie-Élise Château, coach professionnelle dans la région des 3 pays, France, Allemagne, Suisse. Et j'accompagne l'adulte hypersensible dans son évolution professionnelle. Alors qu'il soit en poste et en questionnement, ou qu'il soit sorti et cherche son nouvel emploi, ou qu'il soit entrepreneur en devenir, ou même entrepreneur établi. Bien sûr, j'accompagne l'adulte hypersensible dans sa globalité, parce qu'il ne vient pas vers moi, ceux que j'accompagne individuellement ou dans les groupes, ils ne viennent pas seulement quelqu'un qui travaille. Ils sont aussi le fils, la fille de quelqu'un, ils sont également frères, sœurs, amis, et ils sont souvent parents d'enfants eux-mêmes hypersensibles. Donc voilà, j'accompagne la personne hypersensible dans sa globalité. Pour moi, le prisme de l'hypersensibilité, elle rend limpide tout mon passé. Pour moi, le prisme de l'hypersensibilité, il me permet de comprendre mieux ce qui se passe autour de moi aujourd'hui et de rester plus zen dans des situations où je ne serais peut-être pas forcément restée zen. Et enfin, le prisme de l'hypersensibilité, il a comme affûté tous mes outils de coach pour les rendre plus pertinents, plus précis et plus efficaces. Donc ce film, il nous montre déjà, il y a Pierre Rabhi qui nous montre gentiment qu'en fait cette idée de croissance infinie n'est pas la solution. Il prend l'exemple judicieux du lion. Un lion, quand il a mangé une gazelle, il est repu et il peut laisser passer un troupeau de gazelles sans sauter sur les animaux. La différence pour l'homme, c'est qu'il va trouver un moyen de conserver cette gazelle et d'en faire le commerce, de le vendre, de le donner à quelqu'un, le vendre, d'échanger. Et donc c'est ça, en fait, on veut toujours plus d'argent, croyant sans doute que c'est notre bonheur.
Mais peut-être qu'on se trompe. Alors, il y a aussi la résilience. Les systèmes, plus ils sont diversifiés, plus ils vont être résilients. Alors là, c'est les deux premiers points que je prends, c'est à la fois la permaculture dans l'agriculture, vous allez le voir, et aussi dans les finances, vous allez le voir aussi. Alors, avant d'arriver à la permaculture, il montre aussi des fermes urbaines, pardon, justement pas rurales. C'est par exemple à Détroit, une ville qui avait 2 millions d'habitants et d'un seul coup est passée à 700 000 parce que c'était basé sur l'industrie automobile. Et les gens qui sont restés, en majorité les gens pauvres, ont cherché des solutions pour se nourrir tout simplement. Et là donc on voit vraiment la solidarité et puis chercher des solutions pour cultiver sur ces terres. Je vous rappelle les trois besoins fondamentaux de l'être humain, besoins psychologiques fondamentaux de l'être humain, qui sont largement remplis par ces projets. C'est d'abord l'autonomie, donc là en l'occurrence à Détroit l'autonomie en nourriture. C'est également les compétences. Et bien oui, quand on apprend à cultiver la terre et les légumes et ses propres fruits, on développe vraiment ses compétences. Et bien sûr, le besoin d'être en lien avec les autres. Et ça, c'est vraiment des projets qui favorisent vraiment la solidarité. Donc, en plus, il y a le travail de la terre, beaucoup d'huile de coude, c'est sûr, beaucoup d'efforts, mais aussi le travail de la terre qui est reposant, vraiment, c'est comme faire de la méditation. Pour le faire moi-même, je le sais. Donc, c'est vraiment bien, ça vous déconnecte. Donc, il y a vraiment dans ces projets-là, alternatives à l'agriculture, la monoculture, qui sont vraiment très très intéressants. Alors, je vais venir à la permaculture. Qu'est-ce que c'est au juste, la permaculture? Alors c'est l'association de légumes, de fruits avec des fleurs et des plantes. Alors j'ai ma consoute qui est juste à côté, là je vous la montrerai à la fin de cette vidéo parce qu'en fait c'est plusieurs rôles que chaque élément a. Alors déjà on va avoir besoin de moins d'eau parce qu'au mètre carré on aura planté beaucoup de choses. On n'a pas besoin de pesticides parce que justement il y a ce rôle de répulsif pour certains parasites. Il y a le rôle d'attirer les insectes butineurs. Il y a aussi le rôle de rendre la terre plus riche. Voilà, tout ça c'est des fonctions. Si vous avez faites les bonnes associations, c'est quelque chose de très complexe, je ne vous le cache pas, mais ça fait que c'est vraiment très intéressant. Moi j'y vais à petits pas et voilà, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Vous voyez cette combinaison et ça fait que ce système-là est beaucoup plus résilient qu'un système en monoculture en fait. C'est-à-dire que voilà, il ne va pas y avoir un parasite qui vous décime tout votre champ de blé sur 1 m² en fait parce que vous avez une composition de différents légumes et fruits et plantes aromatiques. Voilà, en quelques mots, la permaculture. Nous avons la chance, et il le montre dans le film, c'est de là que je le connais, d'avoir Charles Hervé Gruyé qui vraiment se développe beaucoup sur ça, fait beaucoup de recherches, aussi en association avec l'INRA, donc je vous incite à aller voir ce qu'ils font avec sa femme, parce que vraiment ils développent la permaculture pour que ça puisse être appliqué par le plus grand nombre de personnes. Là on parle vraiment des petits exploitants en fait, qui auraient tout à gagner à sortir de cette idée de monoculture pour aller vers de la polyculture en fait. Le deuxième exemple que je veux prendre, c'est l'exemple des finances. C'est pas mon domaine d'expertise, ça je vous le cache pas. Mais en fait, ce qui m'avait surprise pendant ce film, c'est qu'en fait, c'est à Bâle. J'en ai beaucoup de fois en fait. Ça se passe à Bâle et j'étais surprise de voir le tramway marqué Allschwil, pour les gens qui connaissent. Donc ils prennent cet exemple parce qu'après la crise de 29, maintenant on va être obligé de dire la crise de 1929, puisque ça fait bientôt 100 ans, il y a une monnaie, un franc vire qui s'est créé en Suisse, donc il y a plus de 80 ans, pour justement éviter, être plus résilient aux grandes crises, c'est-à-dire que c'est une monnaie qui circule uniquement entre les 60 000 PME du pays. Et ça incite à consommer, à ce que chacun soit le fournisseur de l'autre, le consommateur de l'autre, c'est un circuit, mais c'est une monnaie complémentaire, ça c'est bien clair, c'est pas alternatif, c'est complémentaire à la monnaie unique qui, elle, on le voit à chaque crise, est un système qui n'est pas vraiment résilient, qui est trop fragile. Donc voilà, il montre par cet exemple de la Vire Bank,
en Suisse, que eh bien, c'est possible de développer aussi quelque chose de plus fort, quoi, plus résilient. Le troisième point que je veux développer, qui est montré dans ce film, eh bien, c'est la consultation citoyenne. Alors apparemment c'est parti de la Finlande, hein. Dans ces L'Islande. années-là, ils ont voulu changer vraiment de gouvernement et vraiment faire participer les citoyens. Je vais prendre juste l'exemple qu'ils montrent au Texas, parce que je trouve que c'est assez probant. Alors le Texas, c'est vraiment basé sur le pétrole, bien entendu, hein, cet État. Et en fait, au début, personne dans la population n'était vraiment motivé pour aller vers l'éolien, pour aller vers une alternative au pétrole, parce qu'il faut payer un peu plus. Donc là, je parle vraiment des gens. Et en fait, ils ont organisé donc une journée consultation citoyenne. Et en fait, donc le fait d'impliquer les gens dans cette démarche a fait que, eh bien, ça fait prendre conscience à tout le monde, en fait, des bienfaits de l'alternative au pétrole. Et du coup, beaucoup plus de gens étaient prêts à s'engager pour payer plus cher pour les éoliennes. Et maintenant, eh bien, le Texas est l'État aux États-Unis qui a le plus grand parc d'éoliennes. Donc voilà, ça c'est vraiment un exemple. Et bien sûr, je dois préciser que cette année en France, il y a eu la consultation citoyenne. Donc ça vient, c'est vraiment la suite de ces événements en 2015. Et vraiment, c'est quand même un grand pas en avant. Et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres de consultations citoyennes. Maintenant, c'est mon histoire que je voulais un peu vous raconter parce qu'elle est un peu liée à ce film. J'étais justement sortie de l'entreprise, de l'industrie. Je comptais y retourner, mais moi, avant, j'étais vraiment la tête dans le guidon. C'était pas métro, boulot, dodo, mais voiture, boulot, crèche, école, dodo. Et j'étais vraiment la tête dans le guidon, je voyais rien. Et j'ai dû sortir de l'industrie pour moi c'était mieux. Et en 2015, c'est juste à ce moment-là que je vois ce film demain. Voilà, un film un peu alternatif, j'y allais vraiment sans grande attente et je pense que ça a beaucoup changé de choses pour moi. Là, je me suis rendu compte que j'avais un problème de sens quand j'étais en poste, beaucoup, mais je n'avais pas à conscientiser tout ça. Et là, je me suis dit, mais voilà, ce sont des projets, ces projets éthiques, durables, ce sont des projets sur lesquels je veux travailler. Donc, eh bien, en 2017, je crée ma boîte de coaching pour soutenir toutes les initiatives dans ce sens, hein, que ce soit au niveau des entreprises, les RH, les managers, et au niveau des entrepreneurs qui veulent se lancer. En parallèle de ma boîte, j'ai créé aussi une association où il y avait comme projet le Pédibus, qui pour moi est symbolique de ces projets éthiques et durables. Le Pédibus, c'est l'acheminement des enfants à pied à l'école à tour de rôle par les parents. Donc il y a la solidarité, il y a le moins de voitures aux abords des écoles, il y a la sécurité aussi, il y a beaucoup l'éducation des enfants aussi qui prennent le temps d'admirer la nature. Donc c'est vraiment un projet qui me tient toujours à cœur. Et au fur et à mesure, j'ai quand même compris que moi, dans mon fonctionnement, c'est là que j'ai compris que je suis hypersensible en 2019 et que cette prise de conscience aurait pu faire que j'aurais mieux agi, à la fois en poste et aussi dans cette association. Et c'est là, à partir de là, en 2020, que je communique vraiment sur l'hypersensibilité parce que ce sont des acteurs clés de ces changements. Les personnes hypersensibles, pourquoi? Pour quelles raisons? Eh bien parce qu'elles elles ont les valeurs très liées à la nature, très liées à l'humain, beaucoup d'empathie. Aussi, eh bien, elles ont cette persévérance, elles ne vont pas déroger à leurs valeurs, c'est-à-dire qu'elles peuvent aller très loin, elles ne vont pas lâcher, et ça, il y en a besoin. Aussi, elles sont perfectionnistes, voilà, on peut dire ça en trois premiers points, mais elles sont vraiment vulnérables. Je développe en ce moment un questionnaire sur l'hypersensibilité et je me rends compte que beaucoup sont dans ça me touche ce qui se passe et ça m'affecte aussi. Je ne sais plus comment elle tournait la phrase. Je me sens coupable de ma propre passivité à ne pas changer les choses, quoi. Donc il y a vraiment ça, ce sera le sujet de ma prochaine vidéo parce que c'est vraiment quelque chose d'important pour moi de faire qu'elle se reconnaisse, mais aussi qu'elle en fasse une force vraiment, au lieu d'être dans une situation de vulnérabilité.
Voilà, les documentaires comme Demain sont, comme le film documentaire Demain, sont vraiment ceux qui montrent les choses, mais avec vraiment quelque chose de positif parce qu'ils montrent aussi les solutions. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté jusque là et je vous dis à une prochaine vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker les vidéos qui vous plaisent. Je vais vous montrer ma consoude. Hop, elle est là. Voilà, elle est belle. Elle va commencer à faire des fleurs. Voilà, c'est ça la consoude. Je l'appelle la plante reine de la permaculture.